Bonjour à tous et bienvenue donc dans cette nouvelle année du séminaire d'architecture de la chaire de philosophie à l'hôpital. Donc séminaire qui entame déjà sa cinquième année pardon, et sa troisième année au bord de l'Adamant. Voilà, donc c'est une année, donc je vais prendre la parole 10-15 minutes pour présenter un peu le programme de l'année, les hypothèses et le programme de l'année. Et puis, je laisserai la parole à mon premier invité qui fait une transition parfaite avec notre dernier invité qui était Jérôme Denis. Donc, c'est une année qui s'appelle, que j'ai choisi d'intituler avec un titre extrêmement pompeux, qui est Daseinsarchitektur, qui veut simplement dire architecture de l'existence, architecture du Dasein, dont Dasein, vous savez probablement certains d'entre vous. Donc, c'est un terme, un concept de philosophie, donc notamment popularisé par Heidegger. Donc Dasein, ça veut dire être là. Donc des architectures de l'être là, autrement dit des architectures de l'existence. Sachant que architecture de l'existence, c'est le titre aussi pour information d'un livre récent de Chris Younes, qui est philosophe et en particulier philosophe de l'architecture et qui parle d'architecture de l'existence en s'appuyant sur l'existence au sens de Maldiné. Donc voilà, des Daseins architectures, au-delà du mot un peu pompeux, c'était simplement des architectures de ce qui existe, de ce qui préexiste, de ce qui est existant, des existences, etc. Et donc c'est un terme qui est venu, qui a émergé au cours de la dernière séance de l'année dernière, au cours de laquelle on a reçu Jérôme Denis. Donc certains d'entre vous étaient là, donc il a écrit un livre qui s'appelle Le soin des choses, qui est consacré aux soins et à la maintenance des choses. Donc comment on fait continuer, on continue à faire fonctionner les choses et les espaces, et aussi les sujets, les individus qui sont déjà là et qui ont leur propre mode d'existence. Donc voilà, c'est l'élargissement qu'on propose cette année. Et donc il y a une nouvelle formulation de la proximité des disciplines du soin et de l'architecture, donc a émergé en fin de séance donc l'année dernière, notamment par Bruno qui est ici présent. C'est qu'on pourrait penser l'architecture et le soin comme des outils d'accompagnement, de maintien, de soutien des existences, pour que ces existences perdurent. Donc des outils d'édification de systèmes, de lieux, de structures, d'institutions, etc., sur lesquels les existences peuvent s'appuyer pour repartir. Donc j'avais cette référence que j'aimais bien aussi, dont j'avais parlé, d'André Bullinger, un pédopsychiatre, donc qui parle de l'architecture comme un trampoline à partir duquel l'individu peut venir se poser et puis repartir. Donc c'est pas l'idée du truc où on vient prendre quelqu'un et le garder, mais on l'aide à le relancer. Et donc voilà, forcément penser le soin et l'architecture comme des dispositifs d'accompagnement des existences, ça implique un élargissement de ce qu'on met dans existence. Donc penser les individus comme des existants et penser les lieux comme des existants, comme le support de cohabitation d'une multitude d'existences, y compris des formes de vie non humaines. Et donc là, on voit aussi comment, avec ce concept, on rejoint tout ce qui se dit depuis 30 ans sur l'élargissement à d'autres formes d'existence que celles humaines, le virage post-humain qui a été entamé par l'architecture, entre autres. Alors, au début, j'étais pas forcément emballé pour prendre ce terme existant, parce que comme je l'avais dit déjà la dernière fois, pour l'architecture, c'est un terme qui quand même est un petit peu all over the place. Donc tout le monde parle de l'existant, comment faire avec l'existant. Il y a eu encore une énième conférence il y a 2 jours là-dessus avec Jamel Klouch. Enfin, c'est un terme, mais en même temps, c'est très très bien que ce soit partout, parce que c'est quand même le sujet principal. Donc pour l'architecture, il y a une forme d'évidence à parler de ça. Et on recevra plusieurs architectes cette année qui sont pour moi les meilleurs représentants de ceux qui travaillent avec l'existant, dont Nicolas qui est ici, qui est probablement, son agence est l'une des meilleures et les pionnières sur ce sujet-là. Dans les choses intéressantes qui se passent en ce moment, et d'ailleurs peut-être que tu es affilié à ces gens-là, donc il y a un collectif
qui s'appelle Stop aux démolitions en rue, qui commence à faire pas mal de bruit. Donc un collectif d'architectes, d'habitants, de sociologues, de philosophes qui font monter la réflexion pour réfléchir à la démolition de tous les logements sociaux qui ont été construits il y a quelques décennies, qui pour certains ont beaucoup de qualité. Donc il y a comme ça tout un mouvement d'opposition à la mode de la démolition en construction. Même si c'est pas suivi dans les faits, toujours. Il y a eu cet exemple emblématique l'année dernière, enfin au printemps je crois, d'une fameuse tour tripode qui s'appelle la tour INSEE à Malakoff, qui malgré tout a été démolie, malgré ses qualités, malgré plein de choses. Et Nicolas a coécrit un article avec aussi Vanille Buzyn, consacré... Et Jérôme, oui pardon je l'ai pas dit, et Jérôme Denis, un article magnifiquement intitulé Anachronie d'une chute, où on voit comment ce type de décision est complètement absurde par rapport à la transformation des pratiques. Voilà. Et puis j'ai découvert avec surprise, je ne sais pas si vous le verrez, donc ça c'est le projet qui a été proposé par l'agence de Jean-Paul Viguier. Et on voit une trace du tripode sur l'image de synthèse. Donc voilà, c'est une manière de garder une trace à minima. Avec dans le hall d'accueil, il y a le dessin du plan d'origine du tripode de l'INSEE. Je vais pas parler longtemps, ne vous inquiétez pas, c'était juste faire une petite intro pour contextualiser l'année et expliquer un petit peu ce titre et donner un peu une nouvelle orientation à tout ce qu'on se dit. Pour ce qui est du soin, parler du soin comme de ce qui peut accompagner les existences, ça effectivement cette formule elle est peut-être un petit peu plus nouvelle. Et notamment elle est venue, en fait on l'avait déjà évoqué au tout début de l'année dernière avec le concept de Daseins-Analyse. C'est pour ça que je me suis permis de faire un déplacement vers la Daseins-Architecture. Et voilà, donc en parlant de Dasein plutôt que simplement d'existence, ça permet un peu aussi d'enrichir ce qu'on peut dire, de le spécifier un peu, notamment parce qu'on parle d'architecture et de soins. Et du coup, peut-être qu'on peut essayer de dire des choses un petit peu particulières par rapport à tout ce qui se dit par ailleurs sur l'existant. Donc ça, c'est des éléments que vous pourrez retrouver dans les cours de l'année dernière. Donc la Dasein-Analyse, donc c'est un mouvement du début du XXe siècle auquel Michel Foucault a consacré un livre important sur Binswanger, donc qui était vraiment le patron de la Dasein-Analyse. Et donc c'est penser la pathologie, penser la maladie à partir de ce fondement qu'est l'existence humaine. Et il y a d'autres formulations, penser la maladie comme un mode d'apparaître de l'existence qu'il s'agit alors de rendre soutenable. Donc on reconnaît plein de trucs qu'on a déjà dit, donc c'est penser vraiment la subjectivité du patient et ne pas penser le patient comme un objet. C'est penser la maladie comme un fait historique qui s'inscrit dans une temporalité, dans une histoire, avec des événements, il y a des choses comme ça. Donc ça veut dire aussi qu'on ne peut pas penser la maladie dans le modèle présentiste, dans le modèle du flux, dans le modèle de l'instantané. On peut même dire que ce modèle-là crée précisément des nouvelles pathologies. Et puis c'est penser, ça vous intéresse plus directement, penser l'existence et donc la maladie dans sa dimension spatiale, donc dans sa relation, la maladie et l'existence plus généralement n'a de sens que dans une relation à un milieu. Et donc ça renvoie aussi à toutes les réflexions qu'on a déjà eues sur les relations entre psychiatrie et phénoménologie, notamment du côté français avec la psychothérapie institutionnelle. Là, je vous renvoie à des séances avec Arnaud et Bruce Bégou, et un livre qui est sorti au printemps aussi sur toute l'expérience de la psy institutionnelle qui s'appelle Désaliénation, dans lequel l'auteur Camille Ropsis parle de la dimension architecturale qui est en fait immédiate dans l'initiation de la psychothérapie institutionnelle, puisque le premier geste c'est de casser les murs, c'est d'ouvrir les cloisons, c'est vraiment comme ça. Même si Tosquelles dit tout de suite qu'évidemment il faut le faire, mais évidemment ça ne suffit pas. Et puis, bon voilà, c'est Roland Kuhn aussi, qui est un autre grand psychiatre de ce moment-là, qui parle de la redéfinition de l'habité d'un point de vue psychopathologique, comme dans une relation de l'homme au monde. Et puis, ce qui est intéressant avec cette histoire de Dasein architecture, c'est que ça permet un peu de continuer, de préciser ce que j'avais proposé l'année dernière, en début d'année, sur cette idée du flux, comment habiter un monde de flux. C'est la problématique principale que j'avais proposée en proposant aussi que c'était un sujet particulièrement compliqué
dans le cas, dans certaines situations cliniques. On peut revenir là-dessus par le design architecture, notamment donc avec ce Roland Kuhn, qui a écrit beaucoup d'analyses de cas de patients, comme ça se fait beaucoup, comme ça se faisait beaucoup en tout cas. Et notamment, on voit apparaître chez un patient qui s'appelle Franz Weber, on voit apparaître dans certains dessins qui ont été analysés par Foucault après, on voit apparaître cette cité inhabitable du flux, au fur et à mesure de la dégradation de la santé du patient. Et donc ça commence avec il commence sur un bateau, comme ici, le patient, donc c'est son premier dessin, c'est un bateau, et puis le bateau s'attache à la terre ferme, et puis il est toujours dans ce qu'on considère comme un espace de sécurité, et puis progressivement les murs du château commencent à s'effriter, et puis ça commence à s'étendre, et progressivement ce château se transforme en une gigantesque ville, absolument inhabitable. Il dit l'espace s'éparpille et fuit dans un écoulement sablonneux, donc c'est vraiment dans une liquidité de l'espace qui n'a plus aucune qualité symbolique. Donc sans rapport au contexte, dans un rapport amorphe, l'individualité se clôt sur l'indifférence. Donc on est vraiment on voit apparaître cette architecture diagrammatiques dont on a parlé et cette cité liquide sans qualité symbolique. Et puis ça, c'est quelques refs en plus pour continuer là-dessus. C'est Bauman, donc un philosophe polonais et britannique, qui parle de cette société du liquide, société liquide qui a perdu toute qualité symbolique, et qui précisément, et on retrouve la problématique de la tour INSEE, qui précisément refuse tout ancrage, toute inscription des traces pour être dans cette espèce de renouvellement permanent. Et ça, Bauman l'étudie avec Adorno, le passé tend à être systématiquement détruit avec acharnement, ce qui rend la rédemption des espoirs presque impossible, etc. Dès lors que les individus sont réduits à n'être plus que pure succession d'expériences instantanées qui ne laissent aucune trace. Donc c'est vraiment penser la cité liquide, qui est la cité de la modernité, comme un dispositif qui empêche toute fixation, parce qu'il faut laisser les options ouvertes. Et ça, on en a déjà parlé, ça revient aussi à des problématiques d'architecture très très contemporaines et très très concrètes, où on demande à beaucoup d'architectes aujourd'hui, et beaucoup d'architectes le font avec plaisir, de fabriquer des espaces qui sont ultra flexibles et qui permettent de faire tout et n'importe quoi, donc précisément qui laissent toutes les options ouvertes. Hartmut Rosa aussi en parle dans sa critique de l'accélération, définit la modernité comme la disparition de tous les points fixes. Donc voilà, c'est l'identité de tout un... donc voilà, c'est une cité qui précisément annule la possibilité de l'existence si on est dans voilà, dans cette idée de penser l'existence comme la possibilité de se fixer à un moment donné et dans un espace donné. Et donc voilà, on peut parler aussi de Guy Dana, c'est un autre qui parle d'un point de vue psychopathologique de l'importance du couple espace-langage. Notamment dans le cas des psychoses, une clôture manque aux psychoses, tout est à ciel ouvert et du coup il faut refabriquer des amarres, pas forcément des murs mais au moins des amarres. Et la métaphore ici évidemment sur l'adamant est particulièrement directe, on va dire. Et puis c'est intéressant, alors oui juste ça c'est pour info, sur cette idée de fabriquer des amarres et de montrer en quoi cette cité du flux, cette cité de la flexibilité, elle est particulièrement importante à analyser d'un point de vue clinique. Ça, c'était le sujet de l'année dernière, de la première collaboration avec l'école de Paris-Belleville, donc il y a une deuxième génération d'étudiants dans la salle aujourd'hui, où on a travaillé avec Elisabeth, que je cherche depuis tout à l'heure, que je ne vois pas. Ah voilà, t'as le soleil en pleine face. Voilà, le premier sujet, c'était donc un centre de jour pour autistes, et c'était celui de la contenance et de la nécessité d'immutabilité de l'espace, c'est-à-dire que pour certains enfants autistes, le modèle de l'espace ultra flexible est absolument invivable. Et il y a besoin de créer ce que certains ont appelé une immutabilité, c'est-à-dire des points fixes dans l'espace qui ne bougent pas, et besoin de créer des espaces contenants, etc. Et je parlerai de notre deuxième sujet cette année. Voilà, ça c'était l'année dernière avec jusqu'à des échelles de design qu'on a travaillé avec Arlette, que j'ai vu aussi passer là-bas. Et puis, dernière réflexion, Rosa et Bauman, ils sont aussi intéressants parce qu'ils montrent comment cette idée de laisser les options ouvertes, en fait, on peut l'appliquer aussi aux individus. Ils montrent comment cette société liquide provoque une forme de désengagement, de désimplication des individus. Parce que stratégiquement, en fait, c'est mieux de ne pas trop s'engager, de ne pas trop s'impliquer dans un sujet, puisqu'il faut toujours être à l'affût d'un changement,
changement de rythme, un changement de demande. Et je pense que ça, c'est intéressant aussi pour faire une petite lecture critique des pratiques des architectes, de un certain nombre d'architectes aujourd'hui, qui ont tendance quand même à se désengager, à se désimpliquer des problématiques politiques, de la manière dont la cité se construit. Et donc c'est peut-être une autre grille de lecture de cette année, c'est que j'ai essayé de convier des architectes qui au contraire revendiquent un certain engagement, une certaine forme de fonction politique. Et puis, cette fois c'est vraiment la dernière, je crois. Et puis dernière chose aussi, je voulais rappeler un élément important de l'année dernière qui était l'avant-dernière séance avec Éric Chauvier, où on voit aussi apparaître une nouvelle forme de liquidité, une nouvelle forme d'émiettement qui est plus caractéristique peut-être à la période contemporaine. Émiettement, c'est un autre terme de Bauman, qui est aussi l'émiettement et la dissolution de la maison, qui est devenue une réalité aujourd'hui, et on en parle aujourd'hui alors qu'il y a des tempêtes un peu partout. Éric Chauvier nous a expliqué quand sa maison a été démolie par des grêlons, à quel point cette expérience de destruction, d'émiettement de la maison transforme la manière dont le sujet habite le monde, puisqu'on perd cette relation substantielle entre le sujet et la maison, entre l'individu et la maison, relation substantielle dont avait parlé Élise aussi, dans le cas de patients en particulier à Mayotte, où il y a une vraie... il faut que la maison aille bien. Quand la maison va bien, le patient va bien, et quand la maison va mal, ça veut dire que le patient va mal. Il y a quelque chose qui est très très consubstantiel entre la maison et l'individu. Et si c'est ça qui se perd aujourd'hui aussi, il y a d'autres formes de stabilité qui sont inventées. Voilà, ça va être c'est une manière de reformuler un peu nos problématiques. Et donc cette année, on aura plusieurs architectes qui sont des représentants de la design architecture, je crois. Donc là, voilà, donc ce soir on a Nicolas Delon, donc associé de l'agence Encore Heureux. Voilà, que les étudiants de la salle, pas besoin de vous le présenter. Donc voilà, l'une des agences pionnières en France sur la question du réemploi, sur la question de la réhabilitation, aussi sur d'autres choses dont il va vous parler. Et donc en plus qui fait un lien très direct avec Jérôme qui a clôturé notre année précédente. Et puis on aura Philippe Prost aussi. En fait, c'est des architectes qui travaillent sur l'existant, mais l'existant à prendre l'existant des lieux, l'existant comme mémoire, l'existant de la matière. Donc c'est vraiment l'existence se décline dans différentes formes. Philippe Prost, donc, qui travaille notamment sur la question mémorielle, en cas de grands traumatismes, par exemple des traumatismes de guerre. Donc on est vraiment en plein dans notre sujet aussi. Salima Nagy, donc, qui est une très grande architecte marocaine, qui fait beaucoup d'expériences d'éco-construction au Maroc et de réhabilitation du patrimoine oasien. Et puis Amélia Tavella, donc, qui est une architecte corse, qui est aussi très bonne architecte, qui travaille aussi beaucoup sur le soin de l'existant, notamment avec une opération assez connue maintenant, qui est la réhabilitation d'un couvent en Corse. Et puis soin d'un existant, là on est vraiment au sens à la fois au sens du soin et au sens de l'architecture. Donc là on a vraiment les deux sujets qui se percutent de manière très très forte, avec donc le cas de l'hôpital Paris-Est Val-de-Marne, donc le site Esquirol à Saint-Maurice, donc c'est tous les noms. Donc voilà, un bâtiment emblématique de l'histoire de la psychiatrie, qui est le sujet cette année de la collaboration avec l'école d'architecture de Paris-Belleville. Donc voilà, est-ce qu'il y a encore une possibilité et comment d'utiliser le bâtiment historique construit par Esquirol au XIXe siècle pour faire de la psychiatrie selon des critères contemporains. Donc ça, on vous en dira plus le moment voulu, préciser un petit peu le contexte de ce travail. Et puis les résultats qu'on vous montrera à un moment donné, j'espère. Et puis quelques interventions en plus. Donc ça, c'est toujours dans le cadre de la présence des étudiants. Un très beau projet de l'agence CLR à Genève en psychiatrie, Maison de l'enfance et de l'adolescence, qui sera présenté lors de la prochaine séance. C'est intéressant parce qu'on est en plein cœur de la ville, donc c'est vraiment un projet de psy en plein centre-ville, et c'est un très beau projet. Et puis on a choisi aussi de montrer un point de vue très différent sur la relation entre architecture et santé mentale, avec les artistes marseillais Berdaguet et Péju, qui travaillent là-dessus, entre autres sujets, depuis de nombreuses années. Et puis ça sera un petit
Elle a un petit pas de côté dans l'année avec Myriam Chabani, donc de l'agence New South, qui aurait pu parler aussi probablement de l'existant, mais que je lui ai demandé de parler de son travail, du travail de New South sur l'édification du sacré. Comment on édifie un espace sacré dans la ville, qu'est-ce que ça signifie de sacraliser un espace et comment l'architecture peut le faire. Parce qu'elle a une manière de parler de ça qui ressemble beaucoup à ce que nous on dit quand on essaye de définir un espace de soins dans la ville avec une espèce de caractéristique d'inviolabilité qu'on aimerait bien en tout cas mettre dans ces lieux-là. Donc il y avait des liens conceptuels qui me semblaient assez prometteurs sur la manière dont on définit du sacré, la manière dont on définit un lieu de soins dans la ville. Voilà donc le programme de l'année avec donc voilà les 4 premières séances ont été le programme a été co-conçu avec Elisabeth et avec l'école de Belleville dans le cadre de ce partenariat qui dure jusqu'à janvier. Et puis ensuite ce sera d'autres invités, mais qui vraiment prolongent la réflexion. Et puis je ferai une dernière séance en mai, voilà, pour essayer de tirer quelques conclusions et d'envisager quelques suites. Donc je laisse enfin la parole à beaucoup plus intéressant que moi, qui est Nicolas Delon, donc architecte associé de l'agence Encore Heureux, donc qui nous fait l'honneur et le plaisir d'être là ce soir. Bonjour à toutes et à tous, merci Eric de cette introduction. J'espère que vous m'entendez bien à la fois ici et à distance, parce que je crois qu'il y a des personnes qui sont sur Zoom. Je suis très content d'être sur ce lieu, un lieu assez incroyable qu'on avait visité il y a une dizaine d'années quand on avait dû concevoir un ponton flottant un peu plus haut qui s'appelle Petit Bain. Et du coup on était venu avec les architectes, les ingénieurs navals pour comprendre ce bâtiment. Et donc j'ai toujours suivi avec beaucoup d'attention, d'affection. Et donc merci pour cette invitation. Je vais essayer de vous partager un peu les questionnements du moment. Ce métier d'architecte est très vaste pour les étudiantes et étudiants qui sont là. Vous allez avoir plein de manières de l'étudier, puis aussi plein de manières de l'exercer. Donc là, je vais traverser, pas de manière chronologique, mais plutôt sur des thématiques, 3 grands thèmes qui aujourd'hui sont importants pour nous. Je dis nous parce qu'on est toute une équipe. Une image de là où j'ai grandi, parce que c'est toujours intéressant de savoir d'où l'on parle. Moi, j'ai grandi dans une petite ville qui s'appelle Villefranche-de-Rouergue, une bastide royale du XIIIe siècle, qui est située en Aveyron, donc c'est 1h30 au nord de Toulouse, et avec une forme urbaine très particulière, donc ces bastides qui ont été conçues comme ça pour optimiser à la fois les échanges, le commerce, mais aussi faire des lieux d'une grande intensité. Et j'ai été au collège dans cette bastide, parce que l'établissement était là. Et récemment, je me suis rendu compte que peut-être ça pouvait aussi raconter certaines choses. Et ce métier d'architecte, depuis le début, on a décidé avec Julien Chopin, avec qui on a fondé Encore Heureux, de l'exercer à plusieurs. Ça, c'est une photo de l'équipe actuelle. Donc aujourd'hui, on est 25 personnes à peu près. Et c'est très important de considérer que cette question aussi de l'architecte, de l'auteur, qui a longtemps eu une place certainement trop importante, aujourd'hui, elle se re-questionne aussi, elle se réinvente sur des pratiques beaucoup plus collectives. Ce qui est une certitude, c'est le moment de l'histoire de l'humanité dans lequel nous sommes. Si nous étions au XIIIe siècle, il y aurait d'autres défis. Avant-guerre, il y en aurait eu d'autres. Après-guerre, il y en a eu d'autres. Aujourd'hui, on sait que les humains sont devenus cette force géologique et que la question du soin, quand on voit des images des activités humaines et qu'on zoome un peu dans cette image, on voit que le soin est quasiment absent et que c'est même l'inverse du soin, c'est la destruction, l'extraction, l'extractivisme qui prévaut à toutes les activités humaines pour construire, pour habiter, pour se déplacer, pour se vêtir, pour se nourrir. Et donc ça, c'est ce fameux anthropocène, où on peut lui donner le nom qu'on veut, mais c'est vraiment considéré que c'est la question centrale de notre époque et notamment de l'architecture qui en est une incarnation. Je ne sais pas si vous voyez très bien parce qu'il y a encore un peu de soleil, mais là c'est un travail du climatologue Will Stephen qui a comparé... oui, il reste une place, allez-y, hein, bien sûr. Allez-y. Vous serez vraiment sur le côté. Mais sinon, si vous resserrez un peu, vous allez peut-être... Vous n'allez rien voir. Non, c'est bon. Donc là, en fait, ce climatologue et ses collègues ont compilé des données. Donc les 12 données de droite, ce sont les activités humaines, la population mondiale, le PIB, les kilomètres de route, les kilomètres de barrage, entre 1750 et 2015. Et les 12 graphiques de gauche, c'est la réaction du système Terre, les données biophysiques, la température de l'air, température de l'eau, l'acidification de l'océan. Et donc, ils ont identifié qu'à partir des années 1950, il y avait cette grande accélération
qui était vraiment très perturbante parce que les activités humaines correspondaient aux réactions du système Terre. Donc ça, c'est quelque chose qui nous, en tout cas, qui est très présent et qui arrive à cette image-là, qui fera peut-être écho à ce qui a été dit en introduction, de ce sentiment très particulier de dissonance que nous avons dans notre métier. Nous avons, nous, choisi d'être des praticiens, c'est-à-dire qu'on construit des bâtiments, on répond à des commandes, parfois qui sont bonnes, parfois qui ne sont pas bonnes, parfois qu'on essaie de réorganiser, mais on est très souvent pris dans ce sentiment de se demander est-ce qu'on est plutôt du côté du problème ou du côté de la solution. Et en fait, cette question-là, elle est centrale parce qu'on est vraiment sur cette ligne de crête et c'est extrêmement fragile. C'est-à-dire qu'à chaque moment d'un projet, on peut tout d'un coup se dire mais en fait, est-ce que je ne fais pas plus de mal que de bien? Et donc, le titre qu'on a proposé avec Eric de Primum non nocere, qui était... Allez-y, vous pouvez vous asseoir. Je crois qu'il est là au fond. Sinon, prenez ma place. Et là, s'il va falloir que je vous quitte. Ah, mais c'est pas grave, il y a du mouvement. Allez-y. Je continue, hein? Oui. Non. Et donc, quand on a essayé de... Eric m'a demandé de trouver un titre, et donc c'est un titre très pompeux aussi, parce qu'il est en latin, de primum non nocere, d'abord ne pas nuire. Et en fait, j'ai un rapport particulier à cette expression, qui est le serment d'Hippocrate, qui est le saint patron des médecins, et moi, il se trouve que mes deux parents sont médecins. Donc la question du soin vient vraiment aussi, j'ai toujours grandi dans un environnement médical, à la fois de la médecine générale d'un côté et puis de la santé publique de l'autre. J'ai failli d'ailleurs même être médecin et puis une conseillère d'orientation m'a fait un questionnaire et m'a dit il y a architecte qui répondrait mieux à ce que tu auras envie de faire. Et donc c'est grâce à elle que je suis devenu architecte. Tout est vrai. Et donc, mais c'était vraiment pas loin parce que de manière un peu classique, hein, parfois nos parents sont médecins, on est médecins. Mais en tout cas, primum non serré, c'était vraiment se dire d'abord ne pas nuire. Et en fait, cette question-là, on pourrait se l'appliquer à énormément de métiers, qu'on soit dans l'agriculture, bien sûr, qu'on soit dans l'architecture, qu'on soit dans l'urbanisme. Et quand on se la pose en point de départ, ben en fait, le projet qui en découle est très différent. Et c'est ce que je vais essayer de vous partager en une cinquantaine de minutes, si ça vous va. Hop, j'essaie de veiller à respecter ce timing. Donc là, on va passer dans des projets de petite échelle, de plus grande échelle, d'échelles variées. Et un des premiers projets, il n'est pas très ancien, mais il est sur un site extrêmement ancien parce qu'on se situe sur le COS du Quercy, entre le Lot et l'Aveyron, entre la vallée du Lot et la vallée du Célé, sur un site mégalithique, donc de premières architectures qui ont 6000, 7000 ans, qui sont les seules architectures qui nous sont parvenues, parce qu'il y avait des architectures bien évidemment diverses, mais qui ont été dissoutes, comme dirait Brice Bégou, que l'architecture biosourcée ou géosourcée, en fait, elle disparaît, elle ne reste pas. Et donc, les seules choses qui nous sont restées, ce sont ces dolmens qui avaient trois fonctions. Là, c'est un site avec 3 dolmens identifiés, un qui servait de lieu de sépulture, un qui servait de lieu de soins, et un qui servait de lieu de religion, on va dire. C'est les hypothèses qu'en font les archéologues, et les 3 étaient reliés entre eux. Et nous, on a eu une commande assez particulière de venir construire un petit abri à côté de cette architecture pour faire une sorte d'installation artistique qui s'appelle Fenêtre sur le paysage, parce qu'on est tout proche du chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle et les acteurs locaux voulaient proposer une expérience à ces personnes qui marchent. Et donc on a observé ce qui était là, donc il y avait ces mégalithes et puis il y avait ces architectures vernaculaires traditionnelles, construites sans architecte, qui sont des architectures de pierres sèches, qui sont constituées d'un assemblage de cailloux qu'on ramasse dans un champ, pour à la fois enlever les pierres du champ, donc l'herbe pousse mieux, et construire un abri pour les animaux ou les bergers qui s'occupent des moutons principalement. Et l'autre demande qui nous était faite, c'était de faire un lieu de repos, d'hébergement, de nuitée. C'était l'idée de proposer le fait de pouvoir dormir. Et donc on a mixé ces deux références, une architecture en pierre sèche et une tente canadienne, pour faire cet objet un peu particulier qui est cette architecture, ces deux architectures qui sont comme ça installées à proximité de ce site mégalithique. Et donc pour cela, l'attention elle a été bien sûr au site, parce qu'on a essayé de trouver la bonne distance par rapport à ces traces existantes, par rapport à la ressource. On a réussi à ouvrir une toute petite carrière de pierre juste à côté pour construire ce bâtiment. Et puis par rapport au savoir-faire, vous allez voir, la question de la matière ne peut jamais être dissociée de celle des savoir-faire, parce que c'est aussi encore un angle mort qu'on identifie aujourd'hui sur notamment l'ensemble des métiers de la maintenance, mais aussi de la construction. Et Jérôme Denis en parle très très bien. Donc voilà, donc c'est 110 tonnes de pierre assemblées sans 1 gramme de béton, même les fondations sont en pierre, et donc on pourrait dire c'est une mise en scène d'un stock de ressources, parce qu'en fait on pourra dans quelques années ou quelques décennies ou quelques siècles, on ne sait pas, démonter cette architecture
architecture-là et en faire autre chose. Il suffira d'enlever une pierre après l'autre. On change totalement d'endroit. On va dans un quartier qui est un des quartiers avec le revenu par habitant le plus bas d'Europe, qui est à Marseille, qui s'appelle le quartier La Belle de Mai. Et on a été invité là aussi pour faire une aire de jeu pour enfants dans ce quartier La Belle de Mai lors de la capitale culturelle européenne en 2013. Et quand on est allé sur le site, on s'est rendu compte que c'était un ancien site industriel qui avait des rails qui étaient présents. Et on a décidé de ramener un wagon, alors qu'il n'y avait plus tout de wagon, et de faire une aire de jeu à partir d'une trace qu'on avait au sol qui était ces rails. Donc on a demandé à la SNCF de nous donner un wagon, les wagons de réforme. On est allé faire des ateliers dans les classes avec les enfants qui nous ont tous dit on veut des toboggans. Nous, tout le reste d'une aire de jeu, ça ne nous intéresse pas. Et donc on a pris un wagon, on a mis des toboggans et on a fait cette aire de jeu. La particularité, c'est que quand vous faites quelque chose pour les enfants, il n'y a pas de... ils ne peuvent pas dire oui, j'aime beaucoup ce que vous faites, et puis soit ça marche, soit ça ne marche pas. Donc il y a une sorte d'espèce d'efficacité comme ça de la réception qui était très émouvante lors, bien sûr, de l'ouverture de cet espace. Ce rapport aux soins et au déjà là, il vient aussi très fortement d'une personne qui nous a beaucoup inspiré, qui est devenu un ami au fil des années, qui est Patrick Bouchin, que certains connaissent peut-être, j'espère, qui est un architecte assez atypique, qui n'a jamais voulu être inscrit à l'ordre des architectes, qui a fait des architectures parfois nomades, parfois démontables, comme Zingaro à Aubervilliers ou l'usine Lu à Nantes. Et nous, ça a été une rencontre très forte quand on avait votre âge, 23 ans, 22 ans, où tout d'un coup on s'est dit, c'est quoi cette architecture cet architecte assez incroyable? Et il a décidé de nous transmettre quelques-uns de ses outils et de sa façon de faire. 10 ans plus tard, on a fait un film à ce propos, qui est une sorte d'abécédaire, pour essayer de partager ce qu'on avait reçu de cette personne-là, très importante pour nous, et le partager à d'autres. Et c'est vous dire aussi que tout ce que je raconte là ne vient pas de nulle part, mais qu'on est toujours redevable de gens qu'on a croisés comme ça, certains enseignants ou enseignantes ou enseignants, ou certains autres architectes. Là, on rentre dans les 3 grandes parties. Je regarde le temps, mais je pense qu'il est à peu près bon. J'essaie d'être vigilant. La première, ça va être vraiment ce choc, cette prise de conscience qu'on a eu une dizaine d'années après être sorti de l'école sur le rapport à la matière. Et donc là, on commence à avoir nos premiers projets, on a nos premières commandes, et on voit que des choses qu'on peut faire, des expositions qui durent 15 jours partent entièrement à la poubelle, que sur nos chantiers, les bennes sont pleines à ras-bord, et que en fait, personne se questionne sur d'où vient la matière, d'où vient les matériaux, et surtout à l'école, on ne nous en a jamais parlé. Donc, on décide d'explorer ce rapport à la matérialité et on propose au pavillon de l'Arsenal qui est juste à côté d'ici de faire une exposition sur le réemploi des matériaux, sur dire est-ce qu'on pourrait regarder ce rapport entre les ressources et les déchets. Pour cela on fait toute une recherche pendant un peu plus d'1 an, on trouve des projets, on commande des textes à tout un tas d'auteurs, on se rend compte très vite que en fait, le réemploi en architecture a toujours existé. C'est uniquement la période moderne et industrielle qui a considéré que c'était plus facile d'extraire, fabriquer, construire, démolir, jeter. Mais qu'on a démoli des châteaux pour en faire des églises, on a démoli des églises pour en faire des maisons, on a démoli des maisons pour faire des maisons. Donc il ne s'agirait pas d'inventer le réemploi, mais plutôt de le redécouvrir. C'est ce qui nous a très vite sauté aux yeux. Et puis, on décide de faire, en parallèle de cette exposition, de faire un livre, un catalogue d'exposition avec des dessins aussi pour essayer de synthétiser. Et ça, c'est peut-être un des dessins les plus importants depuis 2014. C'est cette double courbe entre l'épuisement des ressources d'un côté et l'explosion des déchets de l'autre. En Ile-de-France, 75% de la masse des déchets viennent du bâtiment et des travaux publics. Ensuite, il y a 15% de déchets industriels et puis le reste, c'est des déchets ménagers. Donc c'est très bien de trier vos déchets chez vous, mais la masse, la grosse partie se situe aussi ailleurs. Et quand on fait du réemploi des matériaux, ben on évite d'extraire et on évite de jeter. Donc on gagne sur les deux courbes en même temps. On se rend compte que pour chaque objet industriel autour de nous, il faut à peu près 300 kg de nature pour 10 kg de produits industriels. Et puis on se rend compte qu'en fait, les mines du futur ne sont plus les mines sous-sol, mais sont vraiment les bâtiments et les objets, les éléments d'architecture autour de nous. Et que donc on va devoir considérer que nous habitons des mines à ciel ouvert. Qu'on va devoir reconfigurer cette matérialité-là. Donc il y a vraiment un changement assez fort de la perception, alors qu'avant, on dessinait sur une feuille blanche, on ne savait pas d'où venaient les choses, et puis on construisait ce qui avait été dessiné. Donc c'est vraiment un renversement. Donc ça, c'est en 2014. L'exposition a un succès un peu étonnant, parce qu'au début, personne n'y croit trop. Comment on va construire avec des déchets, ça ne va pas intéresser les architectes ou autres. Et puis, c'est au moment où il y a des premiers signaux qui montrent qu'on ne va plus pouvoir faire comme avant. La COP21 va arriver juste après. Et donc là, il y a une espèce d'emballement un peu sur ce sujet. Et la mairie de Paris nous dit, vous avez montré, vous avez donné un peu pas des leçons, mais vous avez montré qu'on pouvait construire différemment. Est-ce que vous pourriez en faire la démonstration?
Et donc là, on a l'hôtel de ville, la mairie centrale, et il nous propose de réhabiliter, rénover cet espace, ce salon, qui s'appelle le salon Chéré, qui a des fresques. Vous voyez bien ou pas? Oui, ça va. Parce que d'ici, on ne voit pas bien. Vous imaginez les images en disant, est-ce qu'on pourrait démontrer qu'on peut rénover cet espace avec les principes du réemploi des matériaux et de ce qu'on appelle l'économie circulaire. Et donc là, on se dit, oula, c'est un peu risqué, c'est un peu casse-gueule, il y a un tout petit budget, il y a très peu de temps, et il y a beaucoup d'attentes. Et donc, on décide de poser 2 conditions à cette commande. La première, c'est de travailler avec les déchetteries de la ville de Paris. Donc là, on demande à une des déchetteries qui est sous le périphérique de garder les chaises qui sont jetées. Donc là, c'est les chaises qui sont jetées en une demi-journée dans cette déchetterie. Et on leur dit, dès que vous voyez une chaise, vous la gardez. Et puis nous, on vient le soir, on les choisit. Et la deuxième condition, c'est de travailler avec les services techniques en régie de la mairie de Paris. Et de dire que sous l'hôtel de ville, il y a des sous-sols avec des ateliers de peinture, d'électricité, de menuiserie pour entretenir cet immense bâtiment. Et tout d'un coup, on a envie de dire que le projet va venir, de la ressource qu'on identifie, et deuxièmement, de ces savoir-faire totalement invisibilisés parce que personne ne sait où ils sont, qui ils sont et ce qu'ils font. Et donc, on décide de faire la rencontre des deux pour construire, réparer ces mobiliers qui ont été sauvés de la benne. Donc on les répare en bois et ensuite on les peint pour les unifier et pour en faire un aménagement de cet espace-là. Donc là on est vraiment sur une toute petite échelle, mais ce qui est important c'est que ces petites échelles, c'est celles aussi qui nous permettent chaque fois de cranter ou d'aller un peu plus loin et de montrer qu'on peut le faire. Parce que tant qu'on n'a pas fait, tout le monde nous dit mais ça n'a jamais été fait, c'est difficile, il y a des soucis d'assurance, financiers ou juridiques. Donc on fait ce tout petit projet, et puis arrive la COP21, et là la même mairie de Paris nous dit mais est-ce qu'on ne pourrait pas aller plus loin et faire un bâtiment maintenant qui soit démonstrateur de cette économie circulaire et du réemploi des matériaux. On propose à peu près les mêmes conditions, sauf qu'on n'a pas trouvé la ressource, on n'a pas identifié le gisement. Et donc entre le moment où on dit ok on va essayer et le moment où on doit le construire, on tombe sur un stock de portes d'entrée de logements, d'un logement social, d'un immeuble de logement social dans le 19e arrondissement. Et il y a 700 portes en chaîne qui partent à la benne parce qu'elles sont plus conformes à la réglementation, certaines ferment plus trop bien. On les a démontées, une avait été signée de 1936. Donc on a comme ça cet énorme gisement et on décide de concevoir ce petit bâtiment à partir de cette ressource. Et donc là, c'est une inversion complète de ce qu'on avait appris à l'école où il fallait des concepts, des idées, et puis une feuille blanche avec le génie créatif. C'est la ressource qui tout d'un coup vous accompagne dans le dessin. Et donc vous êtes plutôt on pourrait dire un traducteur d'une ressource qui est disponible et de comment vous allez faire rencontrer la commande qui vous est faite de faire un petit bâtiment avec la ressource que vous avez identifiée. Et donc ça va vous donner à la fois la dimension, parce qu'on va bien sûr faire un bâtiment qui est dans un module lié à la dimension de la porte, et puis ça va vous donner aussi tout un tas d'idées. Donc c'était intéressant de raconter que c'est pas moins créatif que de construire avec ce qui est déjà là, au contraire ça vous demande un exercice différent, mais tout aussi créatif. À l'intérieur, on refait le coup des chaises, parce que c'était facile, on change la couleur, et puis on avait changé une idée, on avait gardé la trace d'origine, de la couleur d'origine, donc on n'avait pas peint entièrement les chaises, on avait gardé comme ça ce souvenir, et on avait des plaintes avec du bois d'un bâtiment de Rudy Ricciotti qui est juste derrière. Et donc c'était un peu la blague de mettre du Rudy Ricciotti dans les plaintes, mais c'était pour montrer qu'en fait il y a plein de ressources insoupçonnées. On change d'échelle, on part en Normandie à côté de Caen, où là on est sur un très grand site industriel, 300 hectares, totalement désindustrialisé dans les années 80, début 90, tout est démoli. C'est un moment où même c'était un lieu de fabrication de fonte et d'acier, et ils ont même fondu leurs propres usines dans les fours. Ils ont démoli le four à la fin, mais avant de le démolir, ils ont mangé leur usine dans leur propre usine. Enfin, un truc totalement dingo. La période où l'Europe de l'Ouest décide de se désindustrialiser. Et restent ces 2 seuls bâtiments, à la fois une halle en béton, une double halle, et puis un grand réfrigérant. Et nous, on remporte le concours pour transformer ce lieu en lieu dédié à l'économie circulaire, dédié au réemploi des matériaux, un lieu culturel, un lieu d'apprentissage, un lieu de fabrication, dans un site comme ça, trace d'un passé très fort, la Société nationale de Normandie, qui employait jusqu'à 5000 personnes. Et là, on met en place tout un travail avec les habitants, avec les demandes, avec les besoins vraiment des gens qui sont juste à côté. On conçoit le projet tel qu'il nous demandait, et puis on se met en quête de ces ressources locales, parce que quand vous faites du réemploi des matériaux, vous n'allez pas aller chercher une porte à 200 km, il n'y aurait aucun sens. Donc on fait un rayon à peu près de 50 km, on estime que c'est acceptable, et puis on regarde quels sont les bâtiments en train d'être déconstruits, ou quels sont les gisements, ou quels sont les chantiers, pour essayer comme ça de collecter, on appelle ça parfois la carte des récoltes,
Harvest Map, les récoltes qui vont permettre de construire les bâtiments. Et donc là, on trouve des menuiseries, des lavabos, des radiateurs, de l'isolant, de la faïence, et on trouve même des portes coupe-feu. Les portes coupe-feu dans un bâtiment, c'est ce qui, en cas d'incendie, doit se fermer. Donc c'est un endroit très sensible. Et là, on réussit à faire le premier réemploi en France de porte coupe-feu en montrant au bureau de contrôle qu'en fait, on peut recertifier une porte coupe-feu. Il suffit de bien la déposer et bien la reposer. Et donc là, on fait les portes des toilettes, par exemple, où on récupère des portes, on récupère des radiateurs, et puis on vient glisser comme ça ces circulations horizontales et verticales en bois dans un bâtiment existant, en laissant aussi trace de cet abandon temporaire de ce bâtiment, parce qu'entre les années 90 et puis nous, quand on est arrivé en 2010, ça avait été un haut lieu du graffiti dans la région. Et donc, plutôt que de tout recouvrir et de faire disparaître, on ajoute une autre couche en gardant à la fois ces éléments intérieurs et aussi ces éléments extérieurs. C'est-à-dire qu'on ne repeint pas la façade, on change les menuiseries, mais on laisse cette façade avec son histoire et ces histoires qui se superposent. Quelque chose qui nous intéresse aussi beaucoup. Et du coup, quand vous voyez le bâtiment, vous ne savez pas s'il est abandonné ou s'il vient d'être réhabilité. Et ce flou-là dans les temporalités nous intéresse. Donc ça, c'était le premier sujet un peu, c'est avec quoi construisons-nous. Donc on est vraiment rentré sous l'angle de la matière. Très vite, on s'est rendu compte que matière-énergie était très liée, parce qu'il y a beaucoup d'énergie pour aller extraire des matériaux, pour déplacer des matériaux et pour construire. Et puis les savoir-faire aussi qui sont apparus en fin de recherche en se disant on est totalement dépendant des savoir-faire. Et cette dévaluation qu'on a depuis une cinquantaine d'années des métiers manuels est vraiment insupportable. Et il va falloir vraiment retrouver de manière beaucoup plus collective à l'échelle de la société une valorisation des personnes qui mettent en œuvre et qui ont ces savoir-faire-là qui permettent de construire. Un architecte sans matériaux et sans personnes capables de les mettre en œuvre ne sert absolument à rien. C'est vraiment c'est assez vertigineux de s'en rendre compte, mais là aussi, on ne nous le dit pas, ou en tout cas, on nous le cache peut-être. En 2018, là, on est choisi pour faire une autre exposition dans le pavillon français à la Biennale d'architecture de Venise. Donc tous les 2 ans, il y a une grande exposition où une centaine de pays viennent présenter un sujet d'architecture à qui veut les voir. Mais en tout cas, c'est une espèce de grande foire d'exposition, on pourrait dire. Et là, on décide, on est retenu sur projet, donc on propose un sujet, et c'est le ministère de la Culture et des Affaires étrangères qui choisissent. Et là, on propose de partager, d'explorer un questionnement. Souvent, les expositions sont prises comme des questionnements. On n'est pas là pour poser une réponse, mais plutôt pas pour donner une réponse, mais pour poser des questions. La première, c'était avec quoi construisons-nous? Et là, le sous-titre de Lieu infini, qui était le titre de l'exposition, c'était construire des bâtiments ou des lieux. Et donc là, on voulait parler de ce rapport entre la forme et le fond, le contenu et le contenant. Et est-ce que le métier d'architecte est celle de faire une enveloppe ou de s'assurer que l'intérieur de cette enveloppe réponde à tout un tas de besoins primaires ou plus complexes. Et donc, c'était le sous-titre de Lieu infini. Et Lieu infini, on avait choisi ce mot-là parce que c'était en observant que sur le terrain, des lieux hybrides, un peu comme ici où c'est un hôpital de jour la journée, et puis là ce soir c'est un lieu d'éducation populaire, on pourrait dire, et donc il y a un double usage des mêmes mètres carrés. On s'était rendu compte que certains bâtiments comme ça essayaient d'inventer tout ça et étaient un peu hors des radars, parce qu'on aime bien classer les bâtiments. Il y a une école d'un côté, il y a un hôpital de l'autre, il y a un lieu de travail, il y a un lieu d'habitation, il y a un lieu pour acheter, pour faire ses courses, mais il n'y a pas vraiment de mélange. Et donc ce qu'aujourd'hui on appelle les tiers-lieux, qui est quelque chose qui est venu un peu plus dans le langage commun, en 2018 on en parlait beaucoup moins, et puis nous on n'aimait pas trop ce mot, parce qu'un tiers ça nous semblait 3 fois moins, alors que pour nous c'est 3 fois plus. Donc c'est une traduction de l'anglais aussi qui ne marche pas très bien, et donc on a décidé lieu infini parce qu'on aimait bien cette idée que les lieux ne s'arrêtent jamais, et que nous on est juste comme ça de passage dans cette infinité de la matérialité du monde. Jérôme Denis pourrait dire ça, cette phrase-là. Et donc cette matérialité, elle est infinie, et ce mot infini, c'est aussi le non finito de Michel-Ange, qui est très intéressant, qui dit, le sculpteur qui dit en fait, je ne peux jamais terminer une sculpture, c'est la personne qui la regarde, qui par son regard va la terminer. Donc ça ne sert à rien d'essayer de la terminer, parce que c'est le regard de la personne qui regarde ma sculpture qui va la terminer. Donc voilà, cet infini nous semblait intéressant. On présente une dizaine de bâtiments. Certains comme les Grands Voisins, qui est un ancien hôpital dans le 14e arrondissement, qui a été pendant 5 ans une sorte d'utopie réalisée de mixité d'usage, d'accueil de jour, de personnes en migration, d'incubateurs pour jeunes artistes précaires, ou de lieux vraiment de sociabilité ou d'éducation et de soins. Mais la Friche Belle de Mai à Marseille, la Ferme du Bonheur à Nanterre, que vous connaissez peut-être. Donc voilà, comme ça, des lieux un peu ovnis, mais qui nous intéressaient de raconter à Venise.
Et puis l'autre idée, c'était de dire, voilà, on en présente 10 en France, parce que c'est le pavillon français, mais est-ce qu'il pourrait... Je parle trop vite ou pas? Non, ça va, ok. Parce que des fois, j'ai tendance à... Donc, si c'est trop vite, vous levez et je ralentis. On s'est aussi questionné, mais est-ce qu'il n'y aurait pas non plus un 11e lieu qui soit vénitien? Parce qu'on est à Venise et a priori, cette idée-là, en tout cas, est-ce qu'on pourrait essayer de territorialiser ce qu'on exprime dans le pavillon français où on fait une exposition? Et donc là, vous avez Venise avec le Grand Canal, et puis vous avez l'île du Lido, juste en face, qui protège Venise de la mer Adriatique, qui est vraiment la barrière. Sans le Lido, il n'y aurait pas Venise. Et sur cette île-là, on tombe sur une caserne du XVIe siècle, abandonnée depuis une vingtaine d'années. Et une association a découpé le grillage, est rentrée et s'est dit, mais c'est vraiment un lieu incroyable. Et donc nous, on décide avec cette association de prendre les 50 000 € qu'on avait pour les nuitées d'hôtel de toute l'équipe pendant 6 mois et de dire, avec 50 000 €, on va habiter cette caserne et on va en faire notre lieu d'habitation pour nous, mais surtout pour tous les gens qu'on va pouvoir inviter. Et on a hébergé 7000 personnes pendant les 6 mois de la Biennale. Donc ça, c'était aussi une stratégie, là pour le coup, de déjà là et d'existant, et de décalage entre la commande qui nous était faite, parce que ce n'était pas du tout la commande des 2 ministères de tutelle, mais on a réussi à les convaincre et à leur dire, ben, on va donner encore plus d'ampleur parce qu'on va faire une exposition et puis on va faire aussi la démonstration par les faits que ces sujets-là sont généraux et génériques. Et donc la première chose qu'on fait quand on arrive dans un lieu, c'est d'abord on amène l'eau et l'électricité, ensuite on fait une cuisine parce qu'il faut manger, et puis d'abord on dort dans des tentes des 2 secondes, et puis petit à petit on construit des dortoirs, on construit tout un tas d'équipements qui viennent comme ça équiper ce lieu qui était abandonné, qui était là, et en l'occupant, on l'entretient. Ça c'est très important aussi de considérer qu'un patrimoine inoccupé se détériore. Si un jour ce ponton l'Adamant était non occupé, mais en quelques années en fait il se détériorerait, il disparaîtrait. Et donc le seul moyen d'entretenir le patrimoine, parce qu'il y a toujours cette opposition, est-ce qu'on améliore ou pas, nous c'est vraiment Patrick Bouchain qui nous a appris ça, de dire le patrimoine que l'on transmet, c'est celui que l'on occupe et que l'on habite. Et donc ça c'est assez important aussi de le raconter, considérant que tout ce qui était construit était démontable, parce qu'à la fin de nos 6 mois, on a tout démonté, et puis on est parti, on a laissé place nette. Il ne s'agissait pas de laisser non plus trace de tout ça. Change là encore de situation, on se retrouve un peu par hasard dans un lieu de soins. J'ai essayé de faire des liens, mais il y avait pas mal de liens avec le lieu dans lequel nous sommes ici, où là on est à Rennes, en bord de la Vilaine, au centre-ville de Rennes, avec une ancienne faculté de sciences, qui est devenue une école dentaire, puis un centre dentaire pour les personnes qui n'ont pas de sécurité sociale, ou en tout cas qui n'ont pas les moyens d'aller chez un dentiste de manière classique. Et donc c'est des étudiants dentaires qui donnent du temps et qui s'entraînent, et puis qui soignent des gens qui ont des vrais problèmes dentaires. Et donc ce bâtiment avait été transformé tout au fil du temps. Donc là, on a fait toute une frise historique. Et il se trouve que la faculté des sciences, ce lieu dans les années 68, a été vraiment un lieu très important de la mobilisation des étudiants qui étaient étudiants en médecine et en dentaire. Et puis ensuite, c'était devenu cette école de chirurgie dentaire. Et le maire de l'époque ne savait pas quoi faire de ce bâtiment. Et là aussi, Patrick Bouchain arrive, il est ici en haut, avec l'université foraine. Patrick Bouchain a réussi à convaincre le maire de la ville de lui confier la clé de ce bâtiment. Patrick prend cette clé, la confie à une jeune architecte de 25 ans qui s'appelle Sophie Ricard. Et Sophie Ricard va habiter à Rennes, ouvre la porte. Et le pari qu'ils font tous ensemble, c'est de dire on va ouvrir ce bâtiment pendant 2-3 ans. Et à l'issue de ces 3 ans, ce qui aura été expérimenté donnera la programmation de ce bâtiment. Donc vraiment, une transformation complète, ce qu'on appelle la programmation ouverte. C'est-à-dire qu'on accueille l'imprévu, on accueille de manière gratuite n'importe qui. La seule condition pour venir travailler, exposer, présenter quelque chose, c'est de laisser trace de son passage dans le bâtiment. Donc on met comme ça en mouvement une sorte de réveil du bâtiment. Et puis au fil du temps, on se rend compte que des activités, de l'aide aux devoirs, des cours de français, des artistes qui sortent de l'école et qui ont besoin de lieux pour fabriquer des choses, on a une multitude d'usages. Donc là, on est vraiment dans un prototype de lieu infini assez incroyable. À l'issue de ça, la mairie décide de rajouter à ce programme-là en train de s'écrire une école maternelle. Parce qu'il y a une école maternelle pas très loin, mais qui est plus du tout en bon état. Et donc là, il lance une consultation pour transformer ce site avec une mixité d'usages d'une école maternelle au rez-de-chaussée, avec des cours, des jeux, des classes, et un lieu social et culturel dans les étages. Donc vraiment une sorte de relation comme ça assez
incroyable à imaginer parce qu'aujourd'hui, une école, on veut que personne ne rentre, on veut que personne ne regarde dans les cours d'école. Et donc, nous, il se trouve qu'on répond à cette consultation et on est choisi pour prolonger le travail de Patrick Bouchain avec aussi tout un tas d'enjeux de réemploi des matériaux présents, de chercher à faire un chantier avec le moins de déchets possible. Donc là, par exemple, c'est les différentes couleurs, c'est les chutes des différents placoplâtres, des différents espaces de l'école. La couleur, la couleur dépend de la nature de l'usage. Et puis avec toutes ces chutes, on fait une dernière pièce qu'on laisse comme ça en partant. Donc on fait presque une installation de ces chutes. On décide aussi de faire ce qu'on appelle des chantiers écoles. C'est-à-dire qu'on se dit, mais en fait le chantier, c'est un lieu incroyable de l'apprentissage. Et donc on se met en cheville avec des associations qui prennent des personnes éloignées de l'emploi et qui les ramènent à l'emploi par les travaux manuels. Donc on permet que des espaces entiers de ce bâtiment-là soient des sujets de chantier école. Et là, se produit, je dis on produit, mais en fait, il se produit quelque chose d'assez incroyable, c'est que là, on est dans un des tout petits espaces du bâtiment, et un chantier école décide de confier 1 mètre carré à chaque personne de sa promotion, donc de gens qui essaient de réapprendre un métier, et donc chacun dessine 1 mètre carré de ce sol, et fabrique ce sol totalement hallucinant. Et moi, j'adore cette histoire, parce que c'est presque le plus beau sol qu'on ait jamais fait, alors que ce n'est pas nous qui l'avons fait. C'est nous qui avons fabriqué les conditions pour que d'autres s'en emparent et produisent ce résultat-là. Et tout ce sol est fait avec des chutes, des carreaux de faïence, donc des carrelages des sols et des murs des sanitaires de l'école. Donc on avait, si vous voulez, ces chutes-là qui partaient à la benne, et on en fait un résultat totalement improbable. Donc ça, c'était vraiment la deuxième partie sur cette nécessaire appréhension de la mixité des usages ou de l'intensification des usages, parce que, considérant, si on se rappelle le diagramme du début de l'Anthropocène et de l'épuisement des ressources et de l'énergie, on va devoir beaucoup plus utiliser les bâtiments. En fait, aujourd'hui, une école, par exemple, en France, elle est utilisée en moyenne entre 20 et 30% du temps de l'année. Parce que c'est fermé le soir, c'est fermé le week-end, c'est fermé toutes les vacances scolaires. Donc on a des millions de mètres carrés chauffés, assurés, gardiennés, entretenus, qui sont occupés à 1/5 de leur temps. Et donc ça, on peut l'appliquer sur les bureaux, c'est vertigineux. En Ile-de-France, c'est 5 millions de mètres carrés de bureaux qui sont vides. Alors, au moment où on se parle. Alors qu'il est impossible de se loger. Et 180 000 logements dans Paris qui sont non occupés, ou alors en location saisonnière ou en résidence secondaire. Donc il y a vraiment un enjeu de mieux occuper les bâtiments qui sont là. Et donc j'arrive à la 3e exposition. Je bois un tout petit peu pour reprendre. C'est bon, je continue, hein. Tout va bien. On aura un petit temps de questions juste après, si ça vous va. La 3e exposition, où là, après la matière, après les lieux, on décide de faire encore un pas en arrière. Et là, on essaie d'explorer un peu un sentiment un peu plus intime de l'époque dans laquelle nous sommes. Et on décide de faire cette exposition qui s'appelle Énergie des espoirs, qui part d'une intuition que on a envie de partager, de continuer à partager ce qui nous désespère dans la vie de tous les jours, en architecture, mais aussi dans tous les autres domaines. Et on a aussi envie de partager ce qui nous donne de l'énergie. Et donc on prend cette expression, l'énergie du désespoir, le radeau de la Méduse, qui est cette hypothèse que quand tout est foutu, vous trouvez une énergie insoupçonnée, mais on n'est pas sûr que ça soit la vraie histoire. Et on enlève le mot entre les deux, et puis on fait ce projet d'exposition de recherche avec l'école urbaine de Lyon, avec Michel Dussault, avec des enquêtrices, avec des chercheurs qui comme ça vont nous accompagner dans cette quête. Et on décide de présenter au 104, qui est donc ce lieu culturel dans le 19e arrondissement de Paris, qui était des anciennes pompes funèbres, qui étaient les anciennes pompes funèbres générales de Paris, dans lequel nous avons notre agence. On décide de faire une grande exposition qui d'un côté va présenter 60 désespoirs, donc en noir et blanc, avec un artiste peintre qui dessine les idées qui nous importent, et puis au dos on met 60 énergies. Et donc tout ça tenant en équilibre sur un chevalet, avec cette hypothèse de dire que c'est parce qu'on aurait les deux qu'on pourrait tenir en équilibre. Parce que si vous avez que du désespoir, en fait vous tombez dans la collapsologie, dans l'effondrisme, et puis en fait tout est foutu. Donc c'est assez peu mobilisateur, parce que vous dites à quoi bon. Et si vous avez que de l'énergie, là vous êtes dans une forme de déni, parce que vous dites tout va bien, je comprends pas, je comprends pas, en fait tout va bien. Parce que globalement en plus tout va bien, c'est ça qui est dur. C'est qu'on imagine que ça va mal, mais pour beaucoup d'entre nous dans la salle, notamment aujourd'hui, tout va plutôt bien. Et donc l'hypothèse
dont parle aussi Haraway dans Habiter le trouble, c'est Staying with the Trouble, c'est vraiment se dire que c'est ce trouble en fait qu'il faut qu'on arrive à intégrer, à partager, à raconter, à se raconter pour nous, mais aussi pour les autres. Et une exposition, c'est un endroit pas mal pour raconter ça. Donc là, une petite sélection de dessins pour montrer aussi la puissance du dessin et de l'image qui fait que vous pouvez parler à un spectre de personnes très élargi qui nous importe beaucoup. Donc on a à la fois, on est juste après le Covid, donc on reconnaît le pangolin et puis ces zoonoses qui sont des lieux comme ça où l'impact humain est tellement puissant sur les animaux que de nouvelles maladies se déclarent. On a ce dessin-là sur la disparition du monde paysan, parce qu'on sait que 2/3 des paysans en France vont arrêter leur activité dans les 15 ans qui viennent. Donc, et on n'est absolument pas préparé à ça, on n'a aucun moyen pour l'instant d'y répondre. Et donc on a ce paysan-là qui se dissout. On a les déchets plastiques, on a la question soignez-vous, mangez du poisson, parce qu'on se rend compte qu'en fait on consomme tellement de médicaments qui sont rejetés dans les eaux domestiques, puis dans les rivières, puis dans la mer, qu'en fait ces médicaments se retrouvent dans les poissons. Et donc en fait, voilà, bon, tout ça c'est des choses extrêmement sourcées. On travaille avec un labo de recherche, donc là je vous montre des dessins, mais derrière il y a la source et puis il y a un catalogue qui raconte tout ça. Joyeux Noël, moi j'adore celui-là parce qu'on découvre qu'en fait quand vous achetez un sapin de Noël, il a été traité en moyenne 80 fois de pesticides et pour être chez vous. Donc en fait vous ramenez des pesticides dans votre salon. Donc tout le monde est content, les enfants, c'est la fête, etc. Mais en fait, c'est une catastrophe. Et puis, on fait pousser des fourrés comme ça d'épicéa pour les couper au bout de 3-4 ans. Donc, on est vraiment dans une absurdité d'un fonctionnement où rien ne va. Jusqu'à l'image même de Noël qui semblerait être une image positive. En fait, c'est une catastrophe. Où ici, on avait appelé ce dessin algues vertes et bourre rouge. Donc on est sur la modification du littoral, à la fois en Bretagne avec les algues vertes qui sont liées à l'agriculture intensive, et puis les baux rouges qui sont les déchets d'une usine d'aluminium dans les Calanques de Marseille. Bon, tout ça vous les connaissez, je vous les passe rapidement, enfin peut-être vous les connaissez, mais sinon le livre en tout cas en recense une soixantaine, et puis 60 énergies, très puissante aussi, qui en tout cas nous donne beaucoup d'énergie, oui, bon, on ne voit pas exactement tout le temps, mais ici il y a écrit mairie au-dessus du tracteur, donc c'est la ville de Mouansartou dans le sud de la France qui a décidé de monter une régie agricole municipale, parce qu'en fait ils avaient des terres qui appartenaient à la mairie, et ils ont décidé d'avoir des employés municipaux qui cultivent ces terres pour produire des légumes pour les écoles et pour la maison de retraite. Donc ça, nous, quand on voit cette idée-là, quand on nous raconte l'histoire, on trouve ça génial, on se dit, mais en fait, chaque mairie pourrait faire ça, et de vraiment localiser, puis ils font des ateliers avec des enfants, etc. Donc c'est vraiment génial. Sur cette transition aussi de l'animal omnivore que nous sommes et qui est devenu un carnivore dans les proportions de viande que nous consommons, et où il pourrait y avoir comme ça une mue vers des animaux beaucoup moins carnés. La sécurité sociale de l'alimentation, qui est un projet génial, de dire qu'en fait on pourrait, de la même manière qu'on a une sécurité sociale du soin, on pourrait offrir à chaque personne une centaine d'euros par mois pour acheter des produits pour se nourrir avec des légumes issus de l'agriculture biologique, et comme ça on entretenait une santé préventive, on pourrait dire. Bon, tout ça, j'imagine, vous êtes spécialiste de ça, mais certainement vous le connaissez. La question des droits, ici en Nouvelle-Zélande, où des juristes décident de donner un droit à un fleuve pour pas qu'on puisse le polluer. Parce qu'à partir du moment où le fleuve a des droits, vous pouvez attaquer devant un tribunal la personne qui le pollue. Donc il y a un fleuve en Nouvelle-Zélande, il y a une espèce de riz en Louisiane aux États-Unis, qui était un riz très important pour des sociétés autochtones. Et du coup, des juristes réussissent à faire classer ce riz comme ayant des droits. La question de se faire enterrer sans housse funéraire, ou la question qu'on adore aussi de santé globale, One Health, qui est l'idée de dire il faut réunir la santé animale, végétale et humaine, et en fait c'est seules ces trois santé qui font vraiment santé. Et donc là on a un dessin où on a à la fois un animal, à la fois un humain, et puis à la fois un arbre. Bon voilà, donc là on fait cette exposition, gros choc émotionnel quand même, parce que quand vous êtes dans les désespoirs et qu'on se faisait les revues parce que pour en trouver 60, on en a trouvé 250. Donc là on se faisait des tunnels de désespération, où vraiment c'était de pire en pire, parce que là vous n'avez passé que 3, mais quand vous faites les 60 à la suite, il faut être un peu accroché. Mais en même temps, chaque fois on essayait de faire des réunions où il y a un peu de désespoir et autant d'énergie, et puis on voyait qu'on essayait de tenir un équilibre. Et puis cette réflexion-là, ensuite elle fait des liens. Donc là on est vraiment dans une recherche où vous pouvez me dire mais en quoi c'est de l'architecture, et en fait c'est pas de l'architecture, mais c'est pas grave, parce que
de par notre métier, de par notre observation du réel, on se retrouve questionné à tout un tas d'autres situations. Et donc on explore ça, on essaie de le nourrir, et puis peut-être que des fois on arrive à ramener cette réflexion dans notre métier qui est celui d'architecte. Et donc là on répond à un concours pour construire sur l'île de Mayotte un très grand lycée, lycée général et lycée professionnel des métiers du bâtiment. Donc on trouve le sujet génial parce que c'est là que vont être formées les futures personnes qui vont construire les bâtiments de l'île. Donc l'île de Mayotte, c'est 300 km², c'est la surface de Paris à peu près. C'est le plus grand lagon au monde et il se trouve que c'est le 101e département français. Ça pourrait être un sujet de débat, mais c'est comme ça. Et donc il y a une population extrêmement jeune et il y a un déficit de lieux d'enseignement. Donc un grand concours est lancé et nous on propose de répondre à ce concours en construisant 25 bâtiments, c'est gigantesque, hein, c'est pour 2500 élèves, autour d'une butte qui existe. Et donc là, on décide par exemple de faire le projet autour de la butte, plutôt que de raser la butte. En fait, on a un projet presque en cloître parce qu'on a une butte au milieu. Mais peu importe le dessin, ce qu'on propose, c'est d'observer quelle est la ressource locale de cette île de Mayotte pour construire. En fait, il n'y en a quasiment aucune, si ce n'est la terre. Et donc là, on décide que ce projet sera le prétexte pour relancer la construction en terre crue qui avait lieu jusque dans les années 80 à Mayotte et qui avait été remplacé par les industriels et le lobby du béton qui avait dit ben non, votre terre, il faut l'entretenir, il faut en prendre soin, il faut la maintenir, alors que votre parpaing en béton, vous l'avez pour 50 ans. Et donc, un phénomène assez classique. Donc, là, les filières de construction, il y avait jusqu'à 50 usines de terre crue à Mayotte. Et puis, petit à petit, elles ont disparu. Il n'en restait que une ou deux qui étaient en train de mourir. Et donc là, on décide d'aller les voir, de comprendre cette histoire-là et de profiter de ce projet pour re-raconter cette histoire, pour remontrer que en fait, c'est le seul matériau disponible et qu'il y a un enjeu à la fois écologique, mais aussi historique et aussi social à construire avec ce qui est là. Donc on achète une presse, on fait des ateliers avec les enfants, on montre à nos commanditaires qui est donc le rectorat de Mayotte qu'on va vraiment pouvoir construire un bâtiment en terre crue. On fait un ATEX de type B qui est un truc un peu technique, mais pour avoir l'autorisation de construire en terre, il faut montrer qu'un bâtiment public peut être fait en terre. Et on fait un premier bâtiment démonstrateur, qui est une espèce de prototype, où on montre qu'en effet, on peut construire en terre. Avant d'arriver, donc là on fait une accélération, parce que ça on gagne ce concours en 2018. Et là c'est une photo il y a quelques semaines, du chantier de ce lycée où on a réussi à convaincre plusieurs entreprises de se lancer dans la fabrication de briques de terre crue pour construire des éléments de ce futur lycée. Donc là, il y a vraiment, donc là on dépasse notre métier, hein, parce que notre métier c'est pas construire des filières ou relancer des filières, mais on savait que si on faisait pas ça, on aurait pu dessiner tout ce qu'on voulait en terre, jamais on aurait pu le construire. Donc là, on fait ce va-et-vient. Et ce qui était assez étonnant et une histoire assez touchante, c'est que quand je suis allé au mois de janvier dernier, donc dans l'usine principale qui fabrique les briques pour le lycée que nous sommes en train de construire, mais devant l'usine, il y avait un petit stand avec des briques. Et donc je demande à la personne qui était là, mais pourquoi ce stand? Et en fait, il s'est rendu compte que les gens, les particuliers venaient lui acheter ces briques parce qu'ils avaient su qu'il était en train de relancer la fabrication. Et donc en parallèle du très gros projet, ils vendaient la brique à l'unité, à 1 € l'unité, à des gens du quartier qui retrouvaient des techniques traditionnelles de construction et qui se rendaient compte qu'en été, quand il fait très chaud ou pendant la saison des pluies, ben le matériau respirant qu'est la brique, à l'inverse du béton, est beaucoup plus performant. Donc c'était aussi montrer que cette filière relancée permettait aussi pas uniquement de faire un gros bâtiment, mais permettait aussi d'atterrir à une échelle beaucoup plus modeste. Ce déjà-là, il s'incarne en fait à beaucoup d'échelles. Là c'était la ressource terre. Là, ici, on change totalement de latitude. On est dans le 19e arrondissement. On a le parc de la Villette tout en haut. Et on a un concours qui est lancé par Paris Habitat pour construire du logement à la place d'un ancien parking. Donc là, on a ce bâtiment-là qui était un parking Renault, très gros parking, entre la rue Petit et l'avenue Jean Jaurès. Et nous, on répond au concours en répondant hors concours, parce qu'on nous demande de démolir le parking, et on décide de le conserver en partie. Et donc on fait le pari de soit être éliminé parce qu'on est dernier, on a répondu hors sujet, soit d'être premier parce qu'on montre les tonnes de béton qu'on ne démolira pas, et puis le tonne de sable qu'on n'ira pas extraire pour ramener du béton pour construire ce nouveau bâtiment. On gagne. Lors du jury, quelqu'un dit, mais en fait, rendez-vous compte, c'est plus de 500 camions que l'on évite dans le quartier, et c'est presque les camions qui nous font gagner, bizarrement, parce qu'on montrait qu'on allait éviter à la fois d'enlever ces matériaux, et puis de ramener tout ce béton pour construire. Et donc là, c'est une photo au milieu du chantier, où on a le bâtiment existant,
qui a été ouvert au milieu pour ramener de la lumière, parce qu'on ne peut pas faire des logements avec un bâtiment qui ferait 40 mètres de large. On vient faire une façade en ossature bois que l'on glisse entre les dalles béton, et puis on fabrique cette architecture qui n'est pas très heureuse, je ne peux pas dire que je l'aime vraiment, mais on a transformé ce qui était là. Et donc c'est intéressant parce que ça montre aussi ce rapport au résultat. Parce qu'on a été éduqué à l'école dans cette idée de la vision, de l'objet fini, et puis de cette architecture, comme on en a un exemple en face de nous, de vraiment cette vision, d'une vision très personnelle et qu'on impose à tous. Et là, c'est différent, c'est-à-dire que on transforme ce qui est là et du coup le résultat, on en est en partie responsable mais pas totalement. Donc il y a aussi cet entre-deux qui nous intéressait et la particularité c'est que vu qu'on ne démolit pas le bâtiment, la totalité de logements vont avoir des très grandes terrasses parce que si on avait démoli le parking, les règles urbaines nous auraient imposé un bâtiment beaucoup plus étroit et les promoteurs qui ensuite ont pris la suite de Paris Habitat n'auraient jamais voulu payer des balcons parce que le balcon ça coûte cher à faire mais ça ne se vend pas très cher. Et donc, vu qu'on est dans une économie qui cherche la rentabilité avant toute autre chose, là, on a réussi à ce que 100% des 75 logements aient des grandes terrasses. Certaines terrasses font la taille du logement. Donc, on a aussi une façon d'habiter où l'été, les gens habitent quasiment autant sur leur balcon qu'à l'intérieur. Et puis à l'intérieur, on a comme ça des coursives, une sorte de réinterprétation de ces architectures de passage parisiens que l'on peut connaître, dont Walter Benjamin a beaucoup parlé, qui est beaucoup plus modeste, mais plus industriel, on pourrait dire. Mais voilà, qui était cette idée d'avoir de la lumière centrale et ce bâtiment comme ça, résultat de ce qu'il a été, la transformation que nous en avons faite et comment on peut habiter dans un parking alors qu'au début, ça pouvait sembler improbable. Je passe rapidement, là c'était une autre recherche qu'on a menée à côté de Toulouse, c'était essayer de là aussi reconstruire en terre crue dans une autre technique qui est le pisé. Donc là, ce n'est pas des briques de terre que l'on assemble, c'est comme du béton, on va mettre deux éléments en bois, on va verser de la terre crue dedans et puis on va compacter. Et donc c'est un compactage, on passe de 11 cm à 9 cm et on fait un bâtiment à côté de Toulouse, dans la vallée de la Garonne, et puis tout le monde nous dit mais on n'a jamais fait ça, et puis là on explique en fait toute l'architecture traditionnelle de la vallée de la Garonne est en terre crue, c'est juste qu'on l'a oublié, on l'a pas regardé, donc on arrive à convaincre la maire de la ville, le commanditaire qui lui me dit mais moi un cinéma je fais des boîtes à chaussures, pourquoi je ferais de la terre, et puis on arrive à faire ce bâtiment qui raconte cette petite histoire. Si on reste dans la terre, mais bon, je passe rapidement, mais en fait, c'est peut-être aussi pour partager aux étudiants ces grands écarts que l'on a entre les situations, entre les projets, entre les échelles, et que c'est en fait aussi de cette diversité-là qu'on a le sentiment d'articuler des choses. Que si on faisait qu'un type de projet, et ça, je le tiens peut-être aussi peut-être de mes parents et de mon père généraliste qui m'a toujours dit, en fait, les spécialistes, vous allez le voir pour un truc, mais en fait, vous avez peut-être un énorme truc derrière, il ne va pas le voir. Alors que le médecin généraliste va essayer plutôt d'avoir cette approche globale. Et donc, on s'est pendant très longtemps défini comme des architectes généralistes. Aujourd'hui, on se dit, bon, il faut peut-être qu'on trouve un autre mot, mais c'était une volonté très forte de faire de la petite échelle. Là. Et donc là, on gagne le concours pour refaire le restaurant du premier étage de la Tour Eiffel. Le projet le plus galère de tous les projets qu'on ait pu faire. Et puis, on décide des choses très simples, c'est de tout enlever, de tout dépouiller, en considérant que la décoration n'a plus vraiment raison d'être et qu'en fait ce bâtiment se suffit à lui-même et qu'on va enlever les faux plafonds, on va tout enlever. Pour l'alléger aussi, mais aussi pour avoir une approche de sobriété décorative, on pourrait dire. Et on décide de faire une seule chose, c'est un lustre central qui lui aussi est en terre crue parce qu'on était avec un chef cuistot et on voulait faire le lien entre la terre qui nous nourrit et la terre qui pourrait bâtir. Et donc ça, c'était la rencontre en fait de Thierry Marx, le chef cuistot, et de nous concepteurs autour de cet espace-là qui est purement symbolique, mais qui était aussi l'idée de dire la dame de fer est le symbole de l'époque où on construisait en fer. Et puis, il va falloir trouver d'autres symboles avec d'autres matériaux qui ne seront pas les métaux qui sont en voie d'épuisement. Dans un coin de cet espace-là, donc on a un enjeu de standing, vous imaginez bien, faire le restaurant de la Tour Eiffel, on ne fait pas ce qu'on veut, mais on propose de faire une installation artistique, tout le monde nous laisse faire sans trop comprendre, et donc on fait cette tenture, et donc nos commanditaires pensent que c'est le drapeau français quasiment, et en fait il se trouve que ce sont les warming stripes que vous connaissez peut-être. Chaque ligne correspond à la température moyenne sur la surface du globe, et la première ligne à gauche c'est quand la Tour Eiffel a été inaugurée, et puis la dernière ligne à droite, c'est quand nous sommes venus poser cette tenture. Donc on a comme ça sous les yeux
ce réchauffement climatique de la température moyenne à l'échelle mondiale. Et donc, on aime bien aussi parfois cacher des messages parce que les Américains se prennent en photo devant le French flag. Mais en fait, c'est pas du tout le French flag. Et ils sont venus en avion qui en plus entretient la rougeur des lignes de droite. Bon voilà, petit clin d'œil. J'ai presque terminé. Je regarde juste, tac, il reste 8 minutes. Par un projet et puis ensuite des combats auxquels nous avons contribué. Eric en a parlé un petit peu. Un projet très important en ce moment qui est la construction des ateliers Médicis à Clichy-sous-Bois. Donc Clichy-sous-Bois qui est à 17 km du centre-ville de Paris. Aujourd'hui, il faut à peu près 1h30 pour y aller. Donc ils sont vraiment ces zones, ces territoires périphériques totalement abandonnés. Et à Clichy-sous-Bois où Zined et Bouya avaient été les 2 enfants poursuivis par la police qui s'étaient réfugiés dans un transformateur et qui étaient morts en 2005. Et de là ça avait donné lieu à une grande révolte de la jeunesse de ces quartiers en disant voilà, c'est plus possible, on a été abandonné. Et donc 20 ans après, donc c'est intéressant parce que dès cet incident majeur, ce drame gigantesque, le ministère de la Culture avait considéré qu'il fallait aussi montrer que la culture devait être présente dans ces territoires périphériques et donc avait émis l'idée d'un atelier Médicis. Comme il y aurait la Villa Médicis à Rome, qui était à la Renaissance, et que peut-être on pourrait s'appuyer sur ce mot-là pour refaire quelque chose. Et donc, 20 ans après, un concours et un projet est lancé pour concevoir ce bâtiment. Et là, c'est un peu le bâtiment, donc on est en train de le construire, il est en chantier depuis quelques semaines. Et là, on a essayé de faire un peu la synthèse de tout ce que je vous ai raconté avant, d'installer une jeune architecte qui a grandi dans le quartier, qui s'appelle Khadija, qui est mère célibataire avec 2 enfants, qui a voulu reprendre ses études à 30 ans et que l'on accompagne et qu'on a embauché pour être l'architecte de terrain. De construire avec les matériaux à la fois du territoire, que ce soit de la terre crue, que ce soit la dépose de marches d'un escalier en terrazzo, d'un immeuble qui va être démoli par l'ANRU, ou que ce soit de la diversité des matériaux que l'on utilise dans ce que l'on appelle le mix matériotique. De la même manière qu'il y a le mix énergétique, de considérer qu'il faut trouver la bonne énergie au bon moment, on peut aussi faire des bâtiments qui essaient de trouver le bon matériau au bon moment, dans sa bonne quantité, par rapport à un usage où, je ne vais pas rentrer dans le détail du fonctionnement, on décide de faire l'espace public à 12 mètres de haut. C'est-à-dire qu'on décide d'analyser, de comprendre quel est ce lieu, et on se rend compte que la grande piazza à la Centre Pompidou, où les gens auront envie de se balader, en fait, ça ne marche pas du tout à cet endroit-là, parce qu'au contraire, certaines personnes voudront presque se réfugier ou être dans un endroit où tout le monde ne va pas voir qu'elles sont là, etc. Et donc, on décide et on fait le projet et le pari de empiler les fonctions et de créer une grande terrasse de 1000 m² à 12 mètres de haut, sur laquelle donne le restaurant et tout un tas d'activités. Et depuis cette terrasse, on voit d'un côté la forêt de Bondy qui est magnifique et de l'autre côté la Tour Eiffel pour montrer aussi que la culture nous élève au sens propre et au sens figuré. On s'élève parce qu'on voit plus loin et puis on s'élève aussi parce qu'on va découvrir dans les salles de spectacle. Donc voilà, ça c'est l'image de synthèse du bâtiment en train d'être construit qui sera terminé dans à peu près 2 ans. Souvent, les gens nous disent, mais on a l'impression que vous avez réhabilité un bâtiment existant. Donc là aussi, on est dans une espèce de flou, de trouble. On ne sait pas très bien. En effet, vu qu'il y a des ateliers d'artistes, on a mis des sheds en toiture parce qu'on sait que les sheds pour les artistes, c'est pas mal. Vu qu'il y a un espace public avec une grande terrasse, on a comme ça un espace plus lumineux. Et puis, on a trouvé de la pierre massive juste à côté pour faire un socle très costaud et de la brique de réemploi parce qu'on est tombé sur un gisement qui était disponible. Donc on a comme ça ce mélange des styles. Ça fait un petit peu des fois les 3 maisons des 3 petits cochons qu'on aurait empilés, mais on se dit que c'est peut-être une nouvelle esthétique plus écologique qui est en train d'apparaître sous nos yeux. Je termine par un dessin et 3 images. Ce dessin, c'est vraiment cette chose très forte, qui est cette théorie de Kate Raworth, du donut, de dire que en fait on ne peut pas déconnecter la question du plafond environnemental et du plancher social, très important dans un lieu comme celui-ci, mais partout en fait, qu'il n'y aurait pas d'un côté les enjeux écologiques et de l'autre côté les enjeux sociaux, ils sont indissociables, parce qu'entre ces 2 limites se situe l'espace qui est juste et sûr pour l'humanité. Voilà. Donc si on ne peut pas dire qu'il ne faut plus rien construire, parce qu'il y a 12 millions de personnes mal logées, donc il faut quand même continuer à réfléchir à comment améliorer ça. Et en même temps, on ne peut pas dire qu'il faut tout construire parce qu'on sait qu'on n'a plus de ressources et plus d'énergie. Donc on est vraiment pris entre ces 2 éléments. Et puis une image qui a déjà été montrée, j'avais pas la deuxième image qui m'intéresse du fantôme de la tour INSEE dans le hall
du bâtiment de Viguier. Donc ce bâtiment dont Eric a parlé, j'en parle très rapidement, mais on a essayé d'accompagner le collectif citoyen pour essayer d'éviter de faire des rendez-vous ministériels ou autres, de dire mais tant que c'est pas démoli, il faut arrêter la démolition. Et puis en fait, nous n'avons pas réussi. Donc là, on a documenté du coup cette démolition. Donc là, c'était au mois d'avril, et puis on a la nouvelle photo là qui arrive au mois de juin où il n'y a plus rien. Donc voilà, montrer qu'on a démoli un immeuble de 32 000 m² pour reconstruire un bâtiment pour les ministères de la Santé de 31 000 m². Donc on est vraiment dans une absurdité à tous les étages. Et donc l'article qu'on a écrit avec Vanny Buzyn qui est là et Jérôme Denis racontait cette histoire-là. Et on pourra vous le partager si vous voulez. Un autre combat que l'on essaie d'accompagner autant que faire se peut au Mirail, donc un quartier populaire de Toulouse, où une très grande opération dans les années 70 avait construit des milliers de logements. Et donc on a des grands bâtiments qui sont aussi des tripodes. C'est étonnant aussi comme il y a une similitude formelle, où là on a 1200 logements qui sont promis à la démolition, alors qu'en fait il s'agirait de les rénover, de les repenser, de les diversifier, d'en faire que ce ne soit pas que des logements. Et on pense que l'architecture est responsable des problématiques sociales, mais en fait on sait très bien que c'est un leurre, et qu'en fait on démolit pour soit faire fuir des populations ailleurs, soit vendre des terrains à des acteurs privés qui vont couper les arbres en premier. Donc voilà, donc là on essaie de voir comment on pourrait éviter ça, mais il y a de très grandes chances qu'on fasse la même documentation que sur la Tourine C. Et puis la troisième qui est l'infrastructure, l'anachronie de l'infrastructure, où là c'est le site de trajet de l'A69 entre Toulouse et Castres, où on voit bien l'absurdité et tous les rapports, notamment des scientifiques, qui montrent l'absurdité de cette entreprise. Et puis là on a la dernière maison qui a été évacuée il y a 15 jours, de la dernière personne qui ne voulait pas partir, qui était sur le tracé, et puis qui a dû quitter sa maison, qui aujourd'hui est rasée. Donc ces trois combats-là, on les avait présentés dans une petite exposition à la Cité de l'Architecture qui s'appelait Anachronie, pour le coup, c'était le titre de l'exposition, de montrer cet anachronisme entre le moment où des décisions ont été prises et leur réalisation. Et c'est très important aussi de dire, c'est pas qu'on fait totalement n'importe quoi, c'est qu'on n'a pas le recul nécessaire aux nouvelles données d'entrée, qui sont notamment les données du système Terre et de ce que Bruno Latour appelait Gaïa. Et qu'en fait, à l'aune de ces nouvelles données, en fait, tout un tas de décisions qui pouvaient être bonnes il y a 20 ans ou 30 ans, la 69, ça a 30 ans, l'idée de relier par une autoroute Castres et Toulouse. Et donc aujourd'hui, on est en train de faire quelque chose qui est totalement anachronique. Et donc on essaie à notre modeste échelle de soutenir tout ça. Je termine par ces deux images. Énergie, désespoir. Vraiment ce sentiment qu'on continue à se tirer des balles dans le pied un peu toute la journée dans nos métiers, mais peut-être dans les vôtres aussi. Quand on voit notamment l'état de l'hôpital public et de la santé mentale, évidemment, qui est votre sujet, où on a aussi assisté à cet effondrement aussi des systèmes de soins, et puis cette image de que peut-être que l'énergie se cache juste derrière, mais que la seule réponse sera collective et sera globale à toutes les échelles. Voilà, merci de votre attention, et je crois qu'on est dans le timing.